Café sans filtre. Jean-Philippe Blondel. Partie 3. José. Il est passé derrière le bar en souriant et m'a glissé « Elle pense que tu l'aimes pas ». J'ai haussé les épaules. Je la connais pas, cette fille, alors c'est pas une question de sentiment. C'est pas elle, c'est le genre. Quel genre ? À s'asseoir là, sans rien consommer pendant des heures, et à prétendre être artiste alors qu'elle ferait mieux de bouger son cul et de trouver un boulot. Ça devrait pas être trop difficile. Il y a pénurie partout en restauration, en service, en vente, et ce serait encore pire s'ils nous imposent le pass sanitaire ou une connerie du genre. Fabrice a reculé de quelques centimètres en fronçant les sourcils. Dis donc, je vais lui donner raison. Tu peux pas l'encadrer, en fait. Une que tu aurais draguée en boîte et qui t'aurait envoyé balader ? J'étais videur, pas client. C'est moi qui l'aurais jeté. Et puis, non, vraiment, c'est pas du tout mon type de femme. Le côté évaporé, je vis d'amour et d'eau fraîche, et de l'argent de mes parents, qu'ils me donnent tous les mois. Très peu pour moi. Mais d'où tu sors ça, toi ? Elle habite dans le quartier de mon ex. Depuis le début du confinement, en tout cas. Assez belle baraque, même si elle commence à dater. Bon terrain. Apparemment, le tout appartient à sa mère qui a déménagé je ne sais où avec un type beaucoup plus jeune qu'elle. Mais dis donc, c'est Radio Potin, le quartier de ton ex ? T'imagines pas à quel point. Si je me rappelle bien, elle vient de Pétaouchnok dans le nord, limite le cercle polaire. Elle voulait aucune nouvelle et puis, d'un coup, pouf, la voilà qui rapplique au moment où le gouvernement décide de tout refermer. C'est comme tous ces merdeux de Parisiens qui ont quitté leur studio pour vite se claquemurer chez papa-maman. Cric-crac, c'est ma maison. C'est tout fermé, plus personne peut entrer. Fabrice a souri et a murmuré que ce qui lui plaisait chez moi, c'était mon sens de l'humour et de l'hyperbole. Ce qui m'a toujours fait craquer chez lui, c'est sa façon de prendre en compte mon avis. Et puis, sa loyauté, bien sûr. C'est rare quelqu'un de loyal. Alors forcément, on dépose les armes et on s'incline. N'empêche que c'est vrai. Tous ceux qui étaient partis suivre des études à la capitale ou ailleurs et qui prétendaient profiter pleinement de cette existence dont ils rêvaient depuis des années, culture à portée de main, tourbillon d'idées et de rencontres, fêtes improvisées, se sont réveillés un matin avec cette annonce glaçante. Dans 3 jours, ils seraient coincés dans ce minuscule 2 pièces, dans cet immeuble pourri, donnant certes sur le canal Saint-Martin, mais dont la tuyauterie était constamment bouchée et le toit branlant. Ceux-là même qui revenaient ici le week-end en gueulant leur certitude dans les bars, la province c'est l'enfer, tout le monde espionne tout le monde, c'est dingue comme il n'y a aucune distraction à part le multiplex, eh bien, ils ont tous rappliqué, ventre à terre, bien contents finalement que leurs parents habitent encore ce bled qu'ils détestaient pendant leur adolescence et dont ils se moquaient ouvertement dès qu'ils repartaient vers leur Eldorado. Ce sont les mêmes qu'on a vus dans les semaines qui ont suivi le confinement se promener, panier à la main, pour se rendre à l'Arche Verte, le supermarché bio, et en ressortir ravis parce qu'ils avaient déniché des poires extraordinaires issues directement du verger du coin. Finalement, ils trouvaient des attraits à ce retour forcé. Le problème, parfois, c'est la cohabitation avec des parents qui, franchement, ne résidaient pas dans le même fuseau horaire qu'eux. Et puis la connexion Internet aussi. Incroyable qu'on n'ait pas la fibre partout aujourd'hui dans ce pays. Ils ont pris ça comme des vacances. Nous, non. Je venais de rompre avec mon ex, je devais déménager, mais tout s'est précipité et j'ai à peine eu le temps de réfléchir. Je me suis affolée. Hors de question de revenir dans le quartier dont je viens et dont je suis pourtant fière. Enfermée, dans une barre d'immeubles de 6 étages où le bruit est constant et les murs en papier mâché, avec des parents déboussolés de se retrouver avec un fils dont ils pensaient s'être débarrassés, impossible. C'est Fabrice qui m'a sauvé la mise, une fois de plus. Il habite à l'autre bout de la ville, dans un grand appartement qui donne sur un parc et des champs plus loin, dans un bâtiment calme et en partie désert, parce que,
Finalement, il convient à peu de monde. Trop éloigné du centre et des commerces, trop cher pour le quartier, pas assez pratique, pas de balcon. On préfère raquer un peu plus et carrément s'acheter un pavillon. Au moins, on est chez nous. Le surlendemain de l'annonce du président, Fabrice m'a glissé que si j'avais pas d'endroit où atterrir à partir de la semaine suivante, je pouvais m'installer chez lui. Il y avait 2 chambres, un grand salon. C'était un peu loin de tout, mais bon. On pouvait faire du footing dans le parc en face. J'ai même pas su comment réagir. J'aurais voulu le serrer dans mes bras, l'embrasser, pleurer même. Tout ce que je suis parvenue à sortir, c'est une vanne sur les anges gardiens. J'ai ajouté qu'il me sauvait la mise avec une sorte de grognement pour qu'il comprenne que c'était de l'ironie. Alors que non, sûrement pas. Pour la 2e fois, Fabrice venait à ma rescousse. Le lendemain soir, je suis arrivée avec 2 sacs, une valise, ma guitare. Nous avons fait les courses dans un hypermarché bondé, sans aucune distanciation sociale. En rentrant, nous nous sommes affalés dans le canapé. Nous étions prêts. J'avais été flattée qu'il pense à moi, avant le confinement, pour le seconder quand il a repris le Tom's. Je me souviens du moment où j'ai reçu le message. C'était un dimanche. Je me répétais qu'il fallait que je quitte le bar pour lequel je travaillais, et puis je devrais tôt ou tard parler à Tiffaine de ma famille, de mon passé. Je ne pouvais pas continuer à lui mentir. Je broyais un gris noir qui me minait. Les lignes écrites par Fabrice se sont affichées et d'un seul coup, la journée s'était éclaircie. J'ai répondu tout de suite que j'étais partant. Je me demandais quand même comment il avait réussi à réunir les fonds pour racheter l'affaire. Je me suis promis de le questionner un jour et finalement, j'en ai jamais eu le courage. J'imagine qu'il a un banquier dans sa famille ou que ses vieux ont le bras long. C'est ce qui nous sépare depuis l'enfance, Fabrice et moi. On n'est pas nés du même côté de la rocade. D'un côté, les quartiers avec les barres d'immeubles qu'on repeint régulièrement pour effacer les tags et qu'on abat parfois parce qu'elles sont insalubres. Un stade entouré de parcs, surtout fréquenté au crépuscule. La piscine, avec le premier i qui manque, si bien qu'on rigole tous en déclarant qu'on peut pas, on absine. De l'autre, un de ces quartiers pavillonnaires, construit dans les années 60 et qui a dû tripler en superficie ces 20 dernières années, bouffant les champs et les anciennes fermes qui se trouvaient là. Un dédale de ronds-points et de sens unique où les moniteurs d'auto-école aiment bien venir perdre les débutants. Les parents de Fabrice ont investi très tôt dans leur maison, l'ont agrandi, ont acquis le terrain d'un voisin. Bref, ils sont pas à plaindre. Ils ont même un garage assez grand pour y organiser des fêtes le samedi soir. J'ai jamais été invitée à aucune de ces soirées. Fabrice et moi, on n'est pas des amis d'enfance. On a juste fréquenté les mêmes écoles parce que les parents de Fabrice voulaient pas entendre parler des curés, alors que tous les voisins prenaient le bus pour le bahut privé. On s'est vu grandir. On a aussi fait partie de la même équipe de basket au collège, et il était plus doué que je le pensais. Il savait se faufiler et offrir des passes décisives. Question en lancer franc, c'était plus compliqué. Voilà. On aurait dû en rester là. Le hic, ça a été Yasmine. Yasmine nous a bien fait comprendre séparément qu'elle hésitait. Entre nous deux. Qu'elle en perdait le sommeil. Ça tombait bien. Nous aussi. On avait 16 ans. L'autre hic, il est advenu un vendredi soir, à la sortie du lycée. De l'autre côté du pont de la Rocade, il bloquait le trottoir de la rue du Maréchal Delattre de Tassigny, la porte d'entrée de mon quartier. Ils étaient 3. Ils avaient quelques années de plus que moi. Je les connaissais bien. J'ai grogné. Je me doutais qu'à un moment, ils remarqueraient que j'étais censée revendre pour eux. Dernièrement, j'avais eu la marge un peu gourmande. J'avais envie de fringues qui en jettent. J'avais envie d'épater Yasmine. De la faire pencher du côté de ma balance, et pas du côté de ceux qui ont toutes les chances d'emblée parce qu'ils habitent dans un pavillon avec un garage où on peut organiser des fêtes. Même si, on m'avait raconté, la honte, c'était que la mère de Fabrice venait jeter un coup d'œil de temps à autre pour vérifier si la consommation d'alcool était pas trop importante et la musique pas trop forte.
Normalement, voici ce qui aurait dû se passer. Je me faisais démonter la gueule. Une fois bien amoché, avec mes vêtements déchirés et mon nez en sang, je jurais sur la tête de ma mère que je rendrais la somme que je devais, avec les intérêts, bien sûr. J'obtiendrais probablement un délai d'une quinzaine de jours. Et là, il faudrait que je sois inventif, sinon je deviendrais pendant quelques semaines, quelques mois et souvent quelques années, l'esclave de L, le boss du quartier. Les trois m'attendaient, tranquilles, avec ce petit sourire qui était la pire des menaces. Je pensais à mes côtes, à mon visage gonflé, à l'impossibilité de voir Yasmine pendant quelque temps, aux mensonges que j'allais être obligée d'inventer et auxquels elle ne croirait pas. Du coup, elle irait directement chez l'autre. Plus calme, plus rassurant surtout, même s'il l'agaçait à jamais terminer ses phrases. C'est elle qui me l'avait confié. À croire que sa pensée n'était qu'une suite de points de suspension. J'avais ri. Moi, j'avais cette détermination qu'elle appréciait. Je traçais ma route. J'avais pris une profonde inspiration et j'ai traversé le pont. Ça aurait servi à rien de prendre mes jambes à mon cou et de me cacher. D'abord, j'avais nulle part où aller. Ensuite, il me retrouverait bien un jour ou un autre et il serait encore plus nerveux. T, celui qui s'était attribué le rôle du gentil, a exposé la situation. On aurait dit une de ces émissions de télévision dont ma mère raffolait. Un tribunal, un accusé, un avocat. Sauf qu'il n'y avait pas d'avocat et que le jugement allait être expéditif. Je devais 600 €, plus 300 d'intérêt, 900 €. Est-ce que je les avais sur moi ? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait ? J'avais pas eu le temps de répondre. Sorti de nulle part, Fabrice s'est matérialisé à mes côtés avec sa corpulence de chamouillet. J'en suis restée bouche bée. Les autres en face aussi. D'où sortait ce blanc-bec qui venait se mêler à ce qui ne le regardait pas ? Il a pris la parole. Un peu plus et il sortait un carnet pour noter les réponses. Il a voulu savoir quel était le problème et ça les a sciés, les autres. T a même commencé à rire en me demandant qui c'était ce bouffon, là. Sans quitter le trio des yeux, j'ai conseillé à Fabrice de passer son chemin. Il n'a pas bougé. « Tu leur dois combien ? » 900. La réponse est sortie toute seule. C'est qu'après que je me suis rendu compte qu'en fait, il avait compris ce qui se tramait. Qu'il était probablement au courant pour le trafic. Qu'il gardait un œil sur moi. Cette fois-ci, ce sont les trois, d'un coup, qui ont gloussé. C'était qui, lui ? C'est ton mec ? T'es pédé ? C'est qui, l'homme, dans le couple ? Tu couches pour du fric aussi ? Fabrice s'est pas démonté. Il a commencé à parlementer, à demander quand la somme devait être versée pour éviter un bain de sang. Il utilisait les expressions ridicules qui sonnaient comme dans les mauvais téléfilms, et les autres en face ricanaient, mais répondaient quand même. J'aurais aimé qu'il dégage, qu'il me laisse seul face aux emmerdes que je m'étais moi-même créées. Mais j'arrivais pas à en placer une. J'étais devenu témoin d'une espèce de joute verbale ahurissante. Finalement, ils se sont mis d'accord sur le vendredi, même heure, autre endroit, plus discret, l'entrée du parking. Personne prêterait attention à un échange d'enveloppes. L'un des membres du trio a râlé. Ce serait quand même plus simple d'aller quelque part dans la cité, mais Fabrice a tenu bon. Échange de marchandises en terrain neutre, c'est mieux pour tout le monde. Je voyais pas en quoi c'était mieux pour qui que ce soit, mais il avait un aplomb que je lui connaissais pas, et les autres ont cédé. Ils sont repartis en oubliant de nous abreuver d'insultes. Quand ils ont disparu au coin de la rue, j'ai lancé « C'est quoi exactement cette comédie ? Tu es dans la merde, je viens t'aider. Je t'ai rien demandé. Je déteste le combat inégal. Je vous ai vu de l'autre côté de la rue. 3 contre 1, c'est un massacre. Tu espères que je vais te laisser le champ libre avec Yasmine en échange, c'est ça ? Yasmine choisira bien qui elle veut, et si ça se trouve, ce serait aucun de nous deux. Bon, on ne va pas rester là indéfiniment. C'est toi, le roi des plans, non ? Alors, on fait quoi ? On pisse et on va à la banque. Pardon ? J'ai eu les jetons, José, pas qu'un peu. La trouille, ça me donne toujours envie de pisser. T'as bien dit la banque ? Bah, j'ai un compte épargne. Le truc sur lequel tu mets de l'argent et que te donnent tes grands-parents, tes oncles et tes tantes à Noël.
ou pour ton anniversaire, et sur lequel tes parents te virent une petite somme tous les mois pour que tu puisses payer ton permis et les mensualités de ta première voiture. Merci, je sais ce que c'est un compte épargne, même si je connais personne qui en a un. Et tu vas demander 900 € et ils vont te les filer en billets. Tu vas me les confier et voilà. Exactement. En 2 fois, parce que j'ai pas le droit de sortir plus d'une certaine somme par jour. T'attends quoi en retour? Écoute, je vais exploser. On en reparle une fois que je serai vide. Je vais pisser. On n'a pas vraiment abordé le sujet de nouveau. On a tourné autour. C'est là que j'ai perçu une des grandes forces de Fabrice. Il se met en retrait, mais il reste attentif à tout. Il écoute, il observe, et puis brusquement, il agit. Il n'est pas du tout le dilettante qu'on imagine. Il est dans une efficacité incroyable pendant quelques jours, et ensuite, il se fait discret à nouveau. Mais la vie a radicalement changé. En tout cas, la mienne a radicalement changé. Au guichet à la banque, il était souriant et sûr de lui. Quand l'employé lui a demandé l'air de rien s'il avait un achat important à effectuer, il a répondu tranquillement qu'il ne pensait pas avoir à répondre à ce type de questions, et l'autre a piqué un phare. Les 900 €, ça restait un prêt, mais à 0%. Je le remboursais petit à petit quand je travaillerais, pendant les vacances ou même plus tard. C'était pas pressé. Sinon, il n'y avait pas d'exigence, pas de morale. Il insistait pas pour que j'arrête le trafic ou que je change de fréquentation. Il répétait qu'il était ni mon grand frère, ni un autre membre de ma famille. Il me tirait d'un mauvais pas parce qu'il le pouvait et parce que si Yasmine hésitait encore entre nous deux, c'était probablement parce que nous avions plus de points communs que nous le pensions. J'avais jamais envisagé la question sous cet angle-là. J'étais plutôt sur un ring avec un adversaire à abattre. Je me suis rendu compte cette semaine-là qu'il y avait toujours différentes perspectives pour aborder un problème. Et je ne l'ai pas oublié. Le pire, c'est qu'il avait raison sur toute la ligne. Finalement, Yasmine a refusé de trancher et quelques semaines plus tard, elle a déménagé pour rejoindre sa sœur à Lyon. Elle a disparu des radars et j'en aurais tiré l'impression d'un immense gâchis s'il n'y avait pas eu la silhouette de Fabrice que je croisais régulièrement. On se saluait, on se souriait. Un jour, il m'a vu avec un ballon de basket dans les mains. Je lui ai proposé de se joindre à moi. Après tout, on avait fait partie de la même équipe quelques années plus tôt. J'allais m'entraîner au tir sur le terrain à côté du lycée. On est resté presque 2 heures dans le soir qui tombait. Au début, on a parlé de rien. Puis, petit à petit, je lui ai donné des conseils pour les lancers francs, qui étaient restés un point faible. La conversation a dévié sur les souvenirs de collège, sur nos quartiers respectifs, sur ce que nous envisagions pour la suite. On a même découvert qu'on se dirigeait tous les deux vers les mêmes études courtes, lui en comptabilité et moi en marketing. On ne savait pas trop pourquoi, ni l'un ni l'autre, et cela nous a fait rire. J'ai voulu aborder la dette, mais il a secoué la tête et ajouté « Quand le moment viendra, et s'il vient ?» Depuis lors, on ne s'est jamais réellement perdu de vue. On a gardé un œil l'un sur l'autre. Cet été-là, celui qui a suivi le bac, j'ai trouvé un boulot assommant mais assez bien payé. Je préparais les courses que les clients de l'hypermarché avaient choisies sur Internet, je les posais sur des palettes et j'allais jusqu'à les mettre dans leur coffre. J'ai rencontré des gens différents. J'ai appris comment effectuer les démarches pour trouver un studio pas trop cher et bénéficier d'aide sociale. Mes parents n'avaient pas rempli les dossiers. Mes parents étaient constamment persuadés que, de toute façon, ils avaient droit à rien. J'ai remboursé la moitié de la somme que je devais à Fabrice et il en a prélevé une petite partie pour m'offrir un repas à la pizzeria. Je lui ai pas dit que c'était la première fois que je m'attablais dans un vrai restaurant. J'ai eu l'impression que l'existence m'ouvrait des portes insoupçonnées. C'est ensuite que je ne comprends pas très bien ce qui nous est arrivé séparément. On a fini nos diplômes respectifs, enchaîné des contrats à durée déterminée qui ne se transformaient jamais en rien. On a même accepté des stages. On a poireauté des heures à attendre notre tour à Pôle emploi. On a activement recherché, comme le réclamaient les gens harassés en face de nous, qui ne croyaient pas plus que nous en notre futur succès. J'ai abandonné avant lui. J'avais besoin de sortir de chez mes parents, du quartier qui m'avait vu grandir. J'ai accepté des boulots qui te coupent de toute vie sociale. Videur de boîte de nuit, gardien de parking souterrain.
Et quand je me suis vue offrir une place comme garçon de café, j'ai sauté dessus, même si tout le monde savait que le patron était une ordure qui cherchait toujours à rogner sur ta paie et passait son temps à observer tes faits et gestes pour t'accumuler les reproches et te les hurler dessus à la fin du service. Aucune importance. C'était pas trop mal payé, pour une fois. Je pouvais garder le 2 pièces que je m'étais dégoté au centre-ville et dont le loyer était plus que raisonnable parce que personne ne voulait dormir dans un appartement qui donnait sur les rues piétonnes. Dès qu'il commençait à faire chaud, les fenêtres ouvertes avec toutes les terrasses des bars et des restaurants, c'était l'enfer. Impossible de dormir avant 4 ou 5 heures du matin, et là, c'était les éboueurs qui déboulaient. Je suis pas restée longtemps. J'ai rencontré Tiffaine. C'était pas difficile. Elle bossait dans le magasin de fringues qui se trouvait un peu plus haut, une grande enseigne internationale qui attirait la foule au moment des soldes. Elle avait vite pris du galon. Elle gérait maintenant la boutique. On se retrouvait tous les matins au Potron Minet, un café à l'écart de l'agitation. On avait la même manie, prendre un petit déjeuner en lisant la presse locale et régionale. Un truc de vieux. On s'échangeait les journaux avec un sourire, et un jour, je lui ai demandé son signe astrologique. Et je lui ai lu son horoscope. Il était question d'un homme qu'elle allait rencontrer et dont il fallait qu'elle se tienne à distance, car il allait sans doute lui gâcher la vie, comme il lui gâchait déjà les rares moments de détente matinaux. Pendant quelques secondes, elle y a cru, et elle a ouvert de grands yeux en s'exclamant « C'est vrai ?» J'ai tout de suite su que nous allions nous accompagner à un moment. 2 ans. C'est long et c'est court, 2 ans. Le temps de te créer des habitudes, de connaître les plis et les replis de la peau de l'autre, son odeur, ses manies, sa façon de rester en t-shirt XXL les jours de congé, de s'installer sur un tabouret et de regarder les passants par la fenêtre en buvant des litres de café. Elle habitait un magnifique appartement avec vue sur la place de la cathédrale. J'y ai emménagé au bout de 6 mois. J'avais pas beaucoup d'amis, elle, si. Je me suis coulée dans son univers. C'était le plus confortable dans lequel j'ai vécu. Je regrettais seulement que Tiffaine ne rêve que de vacances, en Grèce ou à Ibiza. La fête, la fournaise, la foule. Moi, j'aurais rêvé de parcourir les étendues désertiques et de rencontrer du monde en Écosse, dans les Andes ou au cœur de l'Asie. Elle s'est moquée de moi la première fois que nous sommes partis ensemble parce que c'était mon baptême de l'air. Elle ne pouvait pas croire qu'on puisse jamais avoir pris l'avion. Quand je lui parlais de ma famille, j'inventais. La honte, évidemment. Je racontais que j'avais grandi du bon côté de la rocade, parmi les pavillons, près de chez Fabrice. Elle avait envie de rencontrer mes parents, mais ils habitaient loin. Ils étaient retournés au Portugal, dont ils étaient originaires. Ils possédaient une maison blanche, en Algavre. Elle voulait s'y rendre. Je haussais les épaules. Plus tard. Je me suis emberlificotée dans mes mensonges. Je me persuadais que j'attendais le moment propice pour lui révéler la vérité, mais j'étais lucide, au fond. J'étais qu'une putain d'autruche. J'attendais la catastrophe. Elle est arrivée sous les traits de ma mère, croisée dans une de ces zones commerciales où elle ne se rendait normalement sous aucun prétexte. Elle a toisé Tiffaine et m'a demandé de but en blanc quand j'avais l'intention de leur rendre visite, depuis le temps. Tandis qu'elle palabrait, je me répétais que c'était rien. Je pourrais la transformer en tante un peu désagréable que je voulais pas fréquenter. Puis, elle a lancé « C'est bientôt l'anniversaire de ton père. J'espère que tu seras là cette fois. » Et elle s'est éloignée, dans sa robe aux gros motifs floraux, bleus et roses, et ses chaussures fatiguées. Sa silhouette me réveille encore la nuit. Je revois ce no man's land consumériste, magasin sur magasin, solde sur solde, pare-choc contre pare-choc, les clients, partout, affamés de bonnes affaires, courant d'une promotion à l'autre. La nausée que j'ai ressentie tout à coup. Mon silence, quand, après quelques pas, Tiffaine s'est arrêtée et m'a demandé si j'allais lui expliquer. Je savais pas par où commencer. J'avais qu'une envie, marcher tout droit, quitter cette enfilade de boutiques, traverser la nationale, continuer à travers champs et disparaître. Il y a eu une mise au point, bien sûr.
mais le point était final. Et je ne pouvais pas en vouloir à Tiphaine. Je comprenais ses arguments. Comment me faire confiance désormais alors que j'avais dissimulé mes origines? Qu'est-ce que je croyais, qu'elle ne pouvait pas tomber amoureuse d'un gamin des cités? Est-ce que j'avais une si mauvaise opinion d'elle? Oui. D'ailleurs, au fond, comment est-ce que je l'apercevais? Comme une petite bourgeoise prétentieuse qui se pince le nez quand elle croise des gens d'origine étrangère? J'ai failli rire, à cause de l'expression d'origine étrangère. Tous ceux avec lesquels j'avais grandi étaient nés ici. Leurs parents aussi. Il n'y avait plus d'origine. On les menaçait parfois de retourner au bled, mais tout le monde savait que c'était des mots en l'air. Même les vacances au bercail familial se faisaient rares. À part pour les Kosovars ou les Croates, arrivés plus récemment, l'origine, c'était le quartier dans lequel tu avais grandi. Elle attendait une réponse, j'en avais pas. La télévision était allumée sur BFM, les présentateurs avaient la mine sombre, comme d'hab. Ce nouveau virus issu d'un animal chinois dont personne n'avait entendu parler et échappé d'un marché de Wuhan condamnait des régions entières à se calfeutrer. Les Italiens étaient touchés. Le président et le Premier ministre à la barbe poivre et sel allaient s'exprimer officiellement. Le mot confinement était sur toutes les lèvres. C'était d'une question de jour. Tiphaine a jeté un coup d'œil aux infos en soupirant. Elle a ajouté qu'elle était désolée, mais qu'elle serait incapable de rester enfermée avec quelqu'un qui l'avait à ce point déçue et trompée. Je n'avais qu'à retourner chez mes parents. Ils étaient impatients de m'accueillir, apparemment. Quelques semaines auparavant, j'avais reçu le message de Fabrice. Il cherchait quelqu'un pour le seconder. Je me souviens avoir souri parce que personne d'autre que lui n'utilise des verbes comme seconder. Il s'était porté acquéreur d'un bar si jamais j'étais intéressée. Je l'avais rappelé immédiatement. J'en pouvais plus de l'ordure pour laquelle je travaillais. Nous avons visité les lieux ensemble. Le café était propre, mais un peu défraîchi. Il appartenait à une vieille qui avait pris Fabrice sous son aile, apparemment. Elle cherchait un successeur en qui elle aurait confiance. Il n'y avait pas de loup. Fabrice et moi, on a envisagé les changements à effectuer pour que le bar nous ressemble. On a dressé des plans. J'ai démissionné. On était en décembre 2019. On s'est dit qu'on allait reprendre l'affaire sans rien toucher pour l'instant et qu'on effectuerait les travaux pendant les vacances d'été. On connaissait tous les deux des artisans qui pourraient nous donner un coup de main et pour des sommes défiant toute concurrence. En 3 mois, ma vie sentimentale était partie en sucette et je me retrouvais à la rue. On annonçait la fermeture de tous les commerces non essentiels avec des mesures d'aide de l'État pour maintenir l'emploi. Je me sentais comme un animal en cage. Et là, le flegme de Fabrice qui me propose de passer le confinement avec lui. L'appartement était bien assez grand pour 2. « T'es qui exactement dans ma vie, toi? Mon ange gardien ?» Voilà ce que j'ai répondu. Il a souri. Il a haussé les épaules et il a continué comme si de rien n'était. On s'est retrouvés tous les deux sur son canapé quelques jours plus tard à mater jusqu'au milieu de la nuit des séries télévisées dont on mélangeait les intrigues. Fabrice se levait tôt pour aller courir dans le parc d'en face et j'ai fini par l'imiter. Un beau petit couple. C'est ce que devaient penser les caissières à l'hypermarché quand on faisait nos emplettes ensemble. Au début, j'avais envie de préciser à tout le monde qu'on n'était pas en couple, mais au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. Tout le monde s'en moquait, et puis ça ne me dérangeait pas qu'on pense que je partageais sa vie, puisque c'était vrai. Comme le bar était fermé, on a décidé de commencer les travaux. On a décapé, repeint, refait les sols. On a changé les tabourets. La seule chose qu'on n'a pas pu modifier, ce sont les banquettes en sky noir. On n'avait plus ni l'argent ni l'énergie. Elles sont encore propres mais fatiguées et on voit qu'elles ont du vécu. On s'est convaincu qu'elles faisaient vintage. Plus je les regarde et plus je me dis qu'on a eu tort. Quand on a rouvert l'été dernier avec les QR codes pour les commandes et les masques à l'intérieur, on a craint que les clients ne reviennent pas. Certains, effectivement, ont préféré changer de crèmerie, mais d'autres les ont remplacés. Une clientèle plus jeune, plus bruyante aussi. Les voisins ont appelé la police une paire de fois et on a été obligé de mettre les points sur les i pour calmer les ardeurs de quelques-uns, notamment les copains de ce gars qui est venu tout à l'heure accompagné de sa mère et qui l'a laissé en plan avec son thé et son caprice à propos de la théière.
L'essentiel, c'est qu'on a tenu. Ensuite, tout s'est emballé de nouveau. L'automne était même pas terminé quand le couvre-feu a été déclaré. C'est là que le découragement a pointé. J'habitais toujours avec Fabrice, mais l'ambiance était devenue plus pesante. On revenait le soir dans son appartement, chargé de la nervosité de la journée. J'ai profité du déménagement d'un copain pour reprendre son bail et retrouver mon indépendance. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Fabrice, il m'a reproché de ne pas l'avoir prévenu. J'ai rétorqué que j'évoquais mon départ depuis plusieurs semaines, mais qu'il ne semblait pas l'avoir écouté. J'ai cru que la discussion allait s'envenimer, mais on s'est regardés tous les deux et on a enterré la hache de guerre. On savait que la situation n'était que temporaire, et puis, ce n'est pas comme si on ne se voyait pas la journée. À un moment donné, Fabrice a posé sa main sur mon épaule et a lancé qu'il avait passé un très bon confinement en ma compagnie. J'ai répondu qu'il était temps qu'il retrouve quelqu'un d'autre, qu'il se mette sur le marché. Trentenaire, propriétaire de resto, grand appart, ça allait se bousculer au portillon. Ça n'a pas vraiment été le cas. C'est tout le drame de ceux qui travaillent dans la restauration. Ils voient un monde fou, mais ce monde les considère à peine, et puis les horaires empêchent les rencontres amoureuses. Quand tu sors du boulot à 3h du matin, les oreilles saturées d'éclats de voix et de musique, t'as qu'une envie, c'est dormir. Et surtout, pas parler. C'est pour ça que je veux quitter ce métier, moi aussi. Comme tant d'autres après des drôles de périodes que nous venions de traverser. Pas seulement le travail, d'ailleurs. Tout le reste aussi. La ville, le pays, le continent. Les années se sont écoulées sans que je m'en rende compte et j'ai jamais quitté la région, à part pour une semaine ou deux, sur les plages bondées de la Méditerranée. C'est fini maintenant. Grâce à ma colocation avec Fabrice, j'ai économisé assez pour partir 2 ou 3 mois. Et puis, serveur français, capable de cuisiner, je sais que je pourrais être employé n'importe où. Quand j'étais petit, j'avais affiché au-dessus de mon bureau une carte du monde et souvent je répétais les noms des endroits où j'irais plus tard. Dundee, Lora, Copenhague, Le Cap, Osaka, La Paz. Il est temps que j'accomplisse mon rêve. Ce que j'attends ? Sérieusement ? D'abord, que tout ce bordel de coronavirus soit terminé et qu'on puisse se déplacer à sa guise sans craindre un nouvel enfermement de dernière minute. Ensuite, que la relève soit assurée, que le tome se tienne debout, que Fabrice ne souffre pas de ma désertion, que Fabrice ne souffre pas. Point. C'est pour ça que je me méfie de la pseudo-artiste, là, avec son air de Sainte-Nitouche et son retour inexpliqué du Grand Nord. J'ai pas confiance. On retrouve enfin un peu de liberté et elle part s'enfermer au fin fond d'un café ? Honnêtement, c'est quoi son problème ? Ah, tiens, l'écrivain local. Je supporte pas non plus celui-là. Y a rien qu'à voir comment il se fait mousser dans le journal, c'est insupportable. Il voudrait un autre café ? Un double ? Celui qui l'accompagne secoue la tête, me sourit. Non, lui ne prendra rien. Un verre d'eau peut-être ? Si ça ne me dérange pas. Je reste un moment accroché à son regard. C'est un océan de douceur et de tristesse. Pierre Villiers, 57 ans, table numéro 2. Première rangée à droite, donnant sur la baie vitrée. Je souris. Je n'arrête pas de sourire. Je me demande si demain matin, j'aurai mal à la mâchoire. Je souris parce que je suis content de le voir. Je souris aussi parce qu'il est parti dans un monologue qui m'exclut totalement. Il débite des phrases comme des petites bûches. C'est impressionnant. Je ne suis pas sûre qu'il se rende compte qu'il est le seul à faire du bruit dans ce bar étrangement calme, et qu'il dérange sans doute. La jeune femme, au fond, qui dessine, les 2 serveurs, ou le serveur et le patron, impossible d'affirmer avec certitude qui dirige qui, la dame de l'autre côté de l'allée, celle qui a congédié son fils brutalement tout à l'heure. J'ai tout entendu, tandis que Thibaut continuait sa litanie. Je l'ai admirée. Je l'admire encore. Elle se tient là, seule, avec son thé et la grande théière qu'elle a réclamée d'une voix douce mais ferme. Je crois que j'aurais aimé avoir une mère comme elle. Je souris, mais je ne suis même pas certain qu'il le remarque.
il est parti sur les différentes adaptations de ses œuvres et sur les enchères qui ont eu lieu entre plusieurs maisons pour son dernier roman. Je l'ai lu, comme tous les autres, depuis que j'ai appris par le journal local qu'il était devenu ce qu'il arrivait d'être, écrivain. C'est toujours difficile de donner un avis sur l'œuvre de quelqu'un que l'on connaît. Tout est biaisé. On se cherche dans les personnages. On émet des suppositions. On se demande si tel nom de famille n'en cache pas un autre. On finit par se perdre et oublier l'intrigue. Souvent, quand je me lance dans un de ces livres, je suis obligée de m'arrêter vers la 40e page et de tout recommencer depuis le début, parce que j'ai perdu le fil. N'empêche, j'ai trouvé le dernier poussif. C'est l'adjectif qui m'est tout de suite venu à l'esprit. L'intrigue tient en 2 phrases et il en pond plus de 300 pages. Bien sûr, je ne suis pas spécialiste et sans doute que c'est un style qui porte l'ensemble, mais je ne sais pas, c'est la première fois que j'ai été un peu déçue. Je comprends mieux maintenant, tandis que le flot de paroles ne se tarit pas. Il est devenu verbeux. Peut-être l'a-t-il toujours été au fond. Je me souviens du jour où j'ai vu son portrait s'étaler à la une du quotidien régional, il y a 5 ou 6 ans. Il était là, avec ce demi-sourire ironique. Il s'étalait aussi, page 2 et page 3, dans un entretien fleuve. Le fils prodigue qui revenait au bercail, dans son territoire, comme on le dit aujourd'hui. Avant, on appelait ça la province, voire les cutéreux. Mais les territoires, c'est tellement mieux. C'est comme les anciens dom-tom, mais en métropole. On vient ici faire des city trips d'un week-end et on admire les maisons à colombages, les 7 églises et les rues piétonnes, si croquignolettes. On est néanmoins content de repartir le dimanche après-midi, parce que, quand même, vivre dans ce type de gros bourg, c'est se priver de très nombreux plaisirs, même avec le Wi-Fi partout. J'ai lu l'article 2, 3, 4 fois. Les phrases creusaient des tranchées dans mon cerveau. Les larmes me sont montées aux yeux et j'ai quitté précipitamment mon bureau pour me réfugier aux toilettes. J'ai longtemps fixé mon reflet dans le miroir au-dessus du lavabo. Je n'arrivais pas à mettre de l'ordre dans la tornade d'émotions qui me secouait. Il y avait là un tel mélange. De la jalousie, bien sûr, parce qu'une partie de nous rêve des feux de la rampe. J'imaginais que je n'étais pas le seul. Tous ceux qui avaient croisé le chemin de Thibaut devaient baver d'envie. De l'admiration aussi, parce que le courage que je n'avais pas eu de quitter tout pour une nouvelle existence. De la nostalgie, évidemment, pour ces années où j'étais un soleil autour duquel tournaient les planètes. J'allais au lycée pour rayonner. Je baignais dans l'admiration des autres. Grand, élancé, brun aux cheveux très noirs, la boucle d'oreille qui va bien, et aussi nerveux, enthousiaste, rieur. Irrésistible. J'aimais le regard que mes camarades portaient sur moi. Celui de Thibaut, surtout. Cette adoration qui me bousculait et m'excitait tout à la fois. Jusqu'à me faire douter de mes préférences. Je tentais de jouer avec le feu. Je n'y parvenais pas toujours. Je suis lucide. Je sais à quel point j'ai pu me montrer brutale. Le pire, c'est que j'étais conscient de la souffrance que je lui causais. J'ai gambergé toute la journée après la lecture de l'article. Et puis, je me suis jetée dans le piège. Une phalène qui s'agite autour de l'ampoule allumée. J'ai souhaité sa compagnie. Par le biais des réseaux sociaux, je lui ai envoyé des dizaines de messages. C'était pitoyable. Je me haïssais de réagir de la sorte, mais je n'arrivais pas à changer d'attitude. Il a mis du temps à répondre à ma demande d'amitié Facebook, et une fois qu'il l'a acceptée, probablement avec un soupir de découragement, il s'est contenté de me lancer des miettes d'attention. Quelques onomatopées, une phrase. Plus tard, l'habitude aidant, j'ai même obtenu quelques rendez-vous. Très rapide, toujours. Un café vite fait. Une bière dans l'arrière-salle, entre 18 et 19 heures. Il jouait avec ma veulerie. Il avait raison. C'était une éclatante revanche. C'est ma femme qui m'a remis les idées en place.
Un soir, elle m'a demandé ce que j'espérais exactement. J'ai haussé les épaules. J'en savais rien, finalement. Ce n'est pas grave. C'est loin, tout ça. Je ne sais pas s'il s'est rendu compte à quel point j'ai pris de la distance. J'ai bien compris le message qu'il m'adressait. Tu n'es rien dans ma vie, tu es insignifiant. Je lui en sais gré, au fond. J'ai beaucoup réfléchi depuis. Surtout ces 2 dernières années. J'en ai eu le temps, toutes ces nuits où je ne dormais pas à cause des corticoïdes. Ces journées où j'anticipais la chute et la fin. J'ai longtemps hésité avant de poster cette photographie de nous deux avant-hier soir. Je savais qu'il la verrait. Il fréquente les réseaux sociaux beaucoup plus qu'il ne le prétend dans ses interviews. Je me figurais son agacement de l'autre côté de l'écran. Et puis, je me suis dit que je n'avais aucune raison de me censurer. Après tout, cette période-là avait existé, que ça lui plaise ou non. D'ailleurs, ce n'était pas tellement à lui que je songeais en nous affichant, insolents et soudés, dans l'éclat de notre jeunesse. Je pensais à Sophie, celle qui avait pris la photo. Je me rappelle que c'était quelques jours avant la fête qu'elle avait organisée chez elle. Elle m'avait offert le cliché alors que Thibaut était déjà parti à Paris et qu'il ne donnait aucune nouvelle. Nous avions parlé de lui, de son attirance, de mon attitude. Elle avait été très franche. Elle m'avait forcé à voir ce que je n'avais pas envie de regarder. Mon ambiguïté, mes vacillements, ma malveillance aussi. J'avais aimé cette confrontation. Nous avions ensuite formé un couple quelques mois, mais elle était trop lucide et trop honnête. J'avais besoin de briller dans les yeux de ma partenaire à l'époque. Et là, l'éclat était trop terne. Nous nous sommes séparés en bons termes. Elle m'a invité à son mariage quelques années plus tard. J'en étais très étonnée. Nous avions à peine 25 ans. Personne ne se mariait autour de nous. J'ai décliné. Je n'aurais pas dû. Mais il y a tellement de choses que nous ne devrions pas faire. J'ai essayé de retrouver sa trace au moment où Thibaut est réapparu dans mon décor. J'avais besoin de l'acuité de son regard. Je ne l'ai pas retrouvé. C'est étrange comme les gens peuvent encore facilement disparaître alors que nous laissons des traces virtuelles un peu partout. Je ne me souvenais plus de son nom d'épouse. J'ai abandonné temporairement, me promettant de revenir à la charge. Ensuite, la vie m'a débordée. La mort, surtout. J'ai dû faire une drôle de tête parce qu'il s'arrête brusquement de soliloquer. « Tu vas bien ? » ?»« Oui, pardon. J'ai décroché, Fatigué ? » ?»« C'est ça. Mauvaise nuit. » »« Pareil. » Je souris, à m'en décrocher la mâchoire. Pas vraiment pareil, non, Thibaut. Pendant quelques secondes, on n'entend pas de bruit, que celui du percolateur et, en sourdine, la radio qui diffuse un titre que je retrouve instantanément. The Verve, Bittersweet Symphony. Une symphonie douce amère. Entre nous, il y a davantage d'amertume que de douceur, mais cela n'a plus aucune importance. Je ne suis pas ton adversaire, Thibaut. Je crois que tu ne le comprends toujours pas. Je ne suis pas ton vassal non plus. Je suis en face de toi. Tes yeux sont mobiles et ne s'arrêtent pas sur mon visage. Regarde-moi. Fixe-moi, longtemps. Tu verras. Tu ne le regretteras pas. C'est probablement la dernière fois que nous nous retrouvons, Thibaut. Mais évidemment, tu ne le devines pas. Nous devrions nous rapprocher, balayer les règles de distanciation sociale qui nous ont empoisonnés depuis plusieurs mois. Je poserai ma tête sur ton épaule et je contemplerai la rue. Dans le bar, il y aurait quelques sourcils levés, mais personne ne s'offusquerait réellement. C'est fini tout ça. C'est fini. Je le sais. J'ai soutenu le regard de Laurent, mon hématologue, tandis qu'il me parlait, et il a bafouillé tout à coup. C'est là que j'ai compris. Peut-être même avant encore. Parce que ça recommençait. Tu te souviens de Laurent ? Il était dans notre classe au lycée. Nous nous moquions de lui parce qu'il passait son temps à bûcher ses maths et sa physique au lieu de profiter des beaux jours. En dehors de ma femme et de mes filles, c'est sans doute l'être humain dont je suis le plus proche maintenant. Je contracte brièvement les mâchoires, mais tu ne le remarques pas.
c'est qu'à la mention de mes enfants, les larmes montent vite, mais j'ai appris à maîtriser et à continuer de sourire, même si parfois le rictus n'est pas loin. Elles ne sont pas encore au courant. Anna ne veut rien dévoiler. Elle retarde l'échéance, mais elle ne tiendra pas très longtemps. Louise, notre aînée, est en dernière année de médecine. Quand elle vient, elle pose des questions très précises et elle m'ausculte sous couvert de câlins. Elle n'est pas revenue depuis mars, mais elle a prévu de passer la semaine prochaine. Je ne ferai pas illusion très longtemps, aux yeux d'une professionnelle. Les seuls à qui je peux encore tromper sont ceux qui ne me regardent pas vraiment. Les passants dans la rue, les serveurs dans les cafés, les caissières au supermarché, le guichetier à la banque. Et toi, Thibaut. Je ne suis restée en rémission que quelques mois. La rechute est fréquente dans les cancers hémato. Laurent m'a assuré que les traitements de deuxième ligne marcheraient sans doute, mais je n'y crois plus. La première fois, j'étais entrée dans les soins en conquérant, et même si j'avais déchanté par la suite, parce que, quoi que tu t'imagines, tu restes à la merci des effets secondaires de la chimio, j'ai traversé l'épreuve droit. J'avais cet adjectif dans mon esprit. Droit. Avec cette idée que la maladie ne me plierait pas. C'est plutôt ridicule, pas vrai ? Très présomptueux en tout cas. Cette fois-ci, quand j'anticipe les soins et tous ces moments qu'il va encore falloir passer seul dans la chambre d'hôpital, toutes ces nuits à se demander pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi si jeune, je suis juste fatiguée. Mes filles sont grandes, elles sont en couple avec des jeunes hommes compréhensifs et tendres et elles s'en sortiront. Ce sera un peu plus difficile pour Anna, bien sûr. Tout ce temps partagé qui se réduit tout à coup aux photos que nous avons prises en voyage et à des mélodies que nous écoutions ensemble. Elle a toujours eu un faible pour Delpech et les Stone Roses. J'espère qu'elle tiendra le coup. Que Laurent l'aidera à traverser l'épreuve. Laurent a souvent les mots adéquats pour consoler ou encourager. Lors de notre dernière rencontre, il était plus hésitant. Il ne terminait pas ses phrases. Inutile de faire un dessin. À partir de demain, je ne quitterai plus la maison que pour me rendre à l'hôpital. Tu es ma dernière sortie, Thibaut. Je profite de ce moment volé dont tu ignores la singularité. Tu continues à pérorer. Tu as toujours aimé ça. Tu m'as rêvé héros de ton adolescence, clochard céleste, flamboyant et hâbleur, mais c'est toi-même que tu abusais. Je ne ressemblais pas au portrait que tu voulais dresser de moi, mais je l'acceptais, bien sûr, parce qu'il me rendait meilleur à mes propres yeux. Tu me baignais dans la lumière dont tu m'entourais. J'étais pourtant plus lucide que tu ne le croyais. Je devinais que les lauriers de mots que tu me tressais allaient vite faner et que tu continuerais ton chemin, même s'il était semé d'embûches. Il te mènerait vers la clarté, mais pas nécessairement vers le sourire. Le sourire, il est mien. Autant je l'ai forcé en entrant dans le bar, autant il me semble avoir retrouvé son naturel désormais. Les rides au coin des lèvres, parce que j'ai beaucoup aimé cette existence malgré tout. Celle au bord des yeux, parce que je me suis épuisée à contempler le monde du petit bout de ma lorgnette pendant que tu découvrais d'autres univers. Tiens, c'est le sujet de ton discours maintenant. Tes voyages, la traduction de tes ouvrages qui t'a permis d'être invité aux 4 coins de la planète. Tu postillonnes et je ne crains pas tes gouttelettes de salive. Plus rien ne peut m'atteindre. J'ai même tombé le masque. Je suis assis en face de toi et je t'écoute. Ce sera un beau souvenir, Thibaut. Tu y repenseras souvent. Tu commenceras des phrases avec les mots « J'ignorais que c'était la dernière fois que nous nous retrouvions ». Avec un peu de malchance, tu en écriras même tout un roman. Midi. Jocelyne. Fabrice a voulu venir me saluer lorsque je suis entrée, mais je l'ai découragé d'un geste. Je ne souhaitais pas d'échange avant d'avoir pris mes marques. J'ai écrit mes coordonnées sur le registre, puis j'ai balayé le décor du regard. C'est joli, les 3 marches qui montent à la 2e salle. Fabrice m'avait prévenu qu'il y avait pensé tout l'agencement.
Ce qui me servait d'entrepôt et de réserve a disparu. Les murs sont tombés. Une baie vitrée est venue inonder le café de lumière. C'est bien. Je ne suis pas étonnée parce que j'ai vu les photos qu'il m'a envoyées pendant le confinement, mais c'est toujours mieux de se rendre compte par soi-même. Dommage qu'il n'ait pas changé les banquettes en sky. Cela dit, à part ce détail, il n'y a pas de faute de goût. Ils ont eu raison de remplacer des carreaux beiges par du parquet, des lattes qui donnent l'impression d'avoir toujours été là, et cette trappe qui mène à la cave. Une idée de génie. Le client est persuadé d'être dans un bar à vin qui a pignon sur rue depuis des siècles, alors que, lorsque j'étais jeune ici, c'était une poissonnerie. On peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Je n'ai pas prévenu Fabrice de mon arrivée. Je voulais le surprendre dans son environnement et observer ses réactions. Il y a encore peu de monde, mais on sent que la terrasse va se remplir pour le déjeuner, maintenant que l'orage est derrière nous. Ils vont tirer les chaises, les tables, s'apostropher, échanger sur leurs vacances passées et à venir. Ils auront 16, 32, 54 ou 73 ans. Ils boiront de la bière rousse, du diabolomante et du cola. Et il y aura sans doute une fille qui prétendra qu'elle peut très bien faire la différence entre le coca et le Pepsi, les yeux bandés s'il le faut. Il y aura des éclats de rire, quelques blagues osées, une ou deux remarques acerbes. Puis des cris de joie en voyant un autre groupe s'approcher. La terrasse, c'est la vie. C'est là qu'elle devrait être, cette jeune femme. Ah non, bien sûr, pas avec tout son attirail, son cahier, ses stylos, ses feutres. Ce qui est bien, à mon âge et dans ma situation, c'est que je n'ai plus à m'embarrasser de quelconque convenance que ce soit. De toute façon, ça n'a jamais été mon genre. Je peux m'asseoir ? Elle écarquille légèrement les yeux, mais elle acquiesce. Son visage est très enfantin quand il s'anime. Je me retourne vers Fabrice et José. Je commande un double café avec ma voix d'ex-fumeuse. Vous dessinez ? Et vous êtes perspicace. Je mets 2 secondes à saisir l'ironie de la réponse, adoucie par le sourire qui vient illuminer ses traits. Je gribouille, oui. J'aime bien venir ici le matin, et une partie de l'après-midi parfois. L'ambiance me plaît. C'est trop calme. Il paraît que ça tourne bien en soirée. Je ne viens pas en soirée. Travailler de nuit ? Elle rit. Cette fois, elle rit sans mettre les mains devant sa bouche, et j'apprécie cette franchise dans les réactions. Non, je n'ai pas de boulot pour l'instant. Je suis revenue ici en début de la pandémie et je suis restée terrée. J'ai été employée comme caissière l'été dernier, mais le contrat n'a pas été renouvelé. Je loge chez ma mère, qui, elle, habite dans le sud avec son... Oh, désolée. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Parce que je vous l'ai demandé. Non, vous vouliez juste savoir si je travaillais de nuit. Disons que la réponse est très développée. Son sourire, à nouveau. Elle fait partie de ces gens dont le visage change radicalement dès qu'ils sourient et dont le plaisir est contagieux. Il y a une pause dans cette conversation qui n'en est pas encore une, et ni elle ni moi n'en concevons aucune gêne. C'est comme s'asseoir dans l'herbe à l'ombre après une longue randonnée sous le soleil. Je lui demande si je peux retirer mon masque, puisque je suis vaccinée. Elle incline la tête. Je reprends le babillage. Rien de mieux qu'une confession pour susciter de l'intérêt. J'étais la patronne de ce bar avant. Elle ne s'exclame pas. Elle intègre tranquillement l'information en clignant 2 fois des yeux. Elle me demande si je suis nostalgique de cette période. Oh, pas du tout. Du café que je tenais autrefois, l'Atlantique, peut-être oui. Mais ici, non. Je m'y suis jamais vraiment sentie chez moi. Et puis, les clients savent se rendre insupportables. C'était très différent, vous savez. On ne proposait pas de restauration, on vendait de la presse locale en revanche. Le nouveau chef ne souhaitait pas s'embarrasser avec ça. Qui ? Fabrice ? J'ai un imperceptible mouvement de recul qui ne lui échappe pas. C'est indéniable, elle observe. Elle engrange les détails et les consigne peut-être dans un de ces calepins qu'elle trimballe. Je me demande à quoi peuvent ressembler ces dessins.
Elle a promptement refermé son carnet de croquis quand je me suis imposée. Si ça se trouve, elle était en train d'esquisser mon portrait. Vous le connaissez ? Elle secoue la tête. Elle répond qu'elle était dans la même classe que lui au collège, mais qu'il n'a apparemment aucun souvenir d'elle. Elle, si. Non pas parce qu'il était particulièrement beau ou intelligent, ni l'inverse d'ailleurs. Simplement, il l'avait aidée à comprendre une notion de mathématiques sur laquelle elle séchait. Ça avait éclairé sa journée. C'est rare, non, les gens qui éclairent votre journée. Je reste songeuse. Un ton plus bas, je glisse que Fabrice aussi a illuminé l'une des miennes, et même plusieurs de suite. Je raconte notre semaine sur le littoral. Il s'est mis entre parenthèses pendant ce temps-là. C'est encore plus rare, non, les gens qui savent se mettre entre parenthèses. Elle jette un coup d'œil en direction du comptoir. Fabrice est en train de préparer un plateau pour un groupe qui vient de s'installer en terrasse. José est passé en cuisine, aidé Ifemelo, la petite qui s'occupe du repas du midi. Lorsque la pandémie est arrivée, j'ai eu peur que Fabrice abandonne le projet. Quand il m'a dit que José avait emménagé avec lui et qu'ils avaient profité de ce temps mort pour effectuer les travaux, j'ai su que c'était gagné. Il m'a souvent parlé de José, même si ce dernier l'ignore. Des frères. C'est à ça qu'ils ressemblent quand on les regarde travailler ensemble. Mais José ne pourrait pas illuminer mes journées, parce qu'il est incapable de se mettre entre parenthèses. Il est dans la projection, dans l'avenir, ailleurs. Je me demande combien de temps il va le rester. On sent l'impatience dans ses jambes et dans ses mains. Il rêve d'évasion, et le confinement n'a rien dû arranger. Demi-pause. Quand j'étais petite, je rêvais de jouer du piano, mais mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des cours. J'avais demandé à une de mes camarades de classe de m'initier aux notes et de m'entraîner sur un clavier que j'avais découpé dans du carton. C'est elle qui m'a appris le temps de respiration. Pause, demi-pause, blanche, soupir. Je m'aperçois que je viens d'entrer dans la ligne mélodique de la jeune femme en face de moi. Quand je reprends la parole, nous sommes sur la même portée. Elle n'esquivera plus les réponses. Vous êtes revenu d'où ? Pardon ? Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez revenu au début de la pandémie. Vous n'étiez pas dans le sud, avec votre mère. Alors, ouest, est ou nord ? Nord, plein nord. Islande ? Plus à l'est. Je fais défiler les cartes de géographie, les pays scandinaves. Je mélangeais toujours la Suède et la Norvège. Elle ne me laisse pas le temps de proposer un nom. Elle s'affaisse un peu en expliquant qu'elle habitait en Finlande. Oui, le pays des reines du Père Noël. Celui aussi d'écrivains et de metteurs en scène déjantés, ajoute-t-elle. Je cherche la capitale. Je murmure « Vous étiez à Helsinki ?» Et je pose un point d'interrogation au bout de ma phrase. Presque, Vantaa, dans la banlieue. Et, pardon d'être indiscrète, qu'est-ce qui pousse une jeune fille vers les contrées nordiques ? L'amour ? Non, pas au début. Le travail. Et puis, ce qui fait rester, ce sont les liens, bien sûr. Je pensais que je passerais ma vie là-bas. Déjà au lycée, tandis que les autres ne parlaient que de plage ou de bronzage, je m'imaginais dans des igloos ou marchant dans une grande forêt de sapins couverts de neige. Vous avez réalisé vos rêves ? L'igloo, non. La randonnée, oui. Et vous faisiez quoi là-bas ? Elle prend une longue inspiration. Vous êtes sûr que vous voulez le savoir ? C'est une très longue histoire, et d'une platitude, vous ne pouvez pas imaginer. C'est une façon de me congédier ? Pas de chance, je crois que je vais prendre la carte et commander à déjeuner. J'ai faim, pas vous ? Chloé. Je n'attendais que ça, au fond. Qu'on vienne me déranger, me perturber, m'empêcher de continuer mes croquis, interrompre le flux de mes pensées. Toujours cette tendance à se laisser porter par les événements, à ne rien décider. C'est pénible. Je sais que je dois changer. Je me le répète tous les jours depuis que je suis rentrée. Je me rappelle cette heure de cours. La prof d'anglais, Madame Léoto,
Miss Liu-Chu, comme elle souhaitait être appelée, nous avait sommé de choisir une destination pour nos prochaines vacances, en imaginant que nous avions un budget infini, et de la justifier en 200 ou 300 mots. Mes camarades avaient opté pour le soleil et les parties de plage le long des rivages méditerranéens ou atlantiques. Les plus aventureux ou les plus lèche-bottes avaient disserté sur les États-Unis et leur envie terrible et terriblement originale de découvrir New York, la Statue de la Liberté et l'Empire State Building, tout en allant assister à une comédie musicale à Broadway. Une dénommée Céline, avec un piercing dans le nez, avait snobé l'Assemblée avec sa volonté de sauver le monde et de profiter du temps qui lui était offert pour aider les associations humanitaires en Inde. « And what about you, Chloé? Where would you like to go? » Je n'avais préparé que quelques notes. Je n'avais pas été inspirée. J'avais parlé du Danemark et de la Suède, de ma crainte de la chaleur, des étés torrides et d'être obligée de me badigeonner de crème solaire ultra protection spéciale peau de bébé pour ne pas devenir totalement écrevisse. Alors, brûlée sur le sable, très peu pour moi. J'avais plutôt envie de monter vers le cercle polaire et de rencontrer les descendants des Vikings. J'avais vu un reportage sur Copenhague et on y apprenait que c'était la ville du monde où les gens étaient le plus heureux. C'était du moins ce qu'il ressortait des sondages, alors ça m'intriguait. J'avais bien envie de voir des gens heureux, plutôt que des gens qui faisaient la tête et râlaient à tout bout de champ. Mrs. Liu-Chu en était restée comme 2 ronds de flanc. C'était la première fois que je parlais en continu et qu'elle s'apercevait que ce n'était pas si mal au fond. Elle avait répété plusieurs fois « interesting » et avait même conclu par un « fascinating » avant de poser la même question à Suleiman qui avait enchaîné sur l'exact contraire, son attachement à son pays d'origine et son envie de retrouver ses couleurs, et surtout de se sentir moins exclu qu'ici, au milieu de tous ces visages pâles. Suleiman avait un vrai sens de l'humour, et mon côté esquimau glacé ne faisait pas le poids, à côté. Personne ne m'a parlé de mon intervention à la fin du cours. Par la suite, je n'y ai pas réfléchi sérieusement. Comme la plupart des élèves, je me suis laissé porter par le mouvement, mes résultats et les avis des enseignants. On me voyait comme une jeune fille discrète et sérieuse, peu attirée par les sciences, et d'un presque commun accord, on m'aurait orientée dans la comptabilité ou le droit, ces matières auxquelles les profs de l'enseignement général ne connaissent pas grand-chose. Presque, seulement, parce qu'à un moment donné, Mrs. Liu-Chu avait souligné que j'avais malgré tout un esprit original et pouvais faire preuve d'une grande pertinence. Bref, je serais un peu perchée, mais pas foncièrement antipathique, et je devrais sans doute trouver ma voie en dehors des sentiers battus. Elle me verrait bien dans l'import-export avec les pays nordiques. Il y a eu quelques rires sous cap du conseil de classe, mais l'import-export est resté, de même que mes capacités graphiques, repérées dans plusieurs cours où je passais mon temps à noircir les feuilles de mes classeurs d'autre chose que de lignes d'écriture. Après le bac, je me suis inscrite à Paris, dans une branche un peu fourre-tout, où étaient dispensés des cours de maîtrise, de nouveaux réseaux, de communication, de graphisme, de mercatique et aussi tout un panel de langues étrangères. J'ai opté pour le suédois parce que, au cours des dernières années, j'en avais appris les bases sur Internet. Je connaissais certaines tournures, les temps, les plus courants, les réponses courtes, les grandes règles de grammaire. Le chargé de cours était très impressionné et il a dû en parler autour de lui. À la fin de la 3e année, on m'a proposé un stage pendant les vacances universitaires, à Malmö, à l'extrême sud de la Suède. Je toucherais peu d'argent, mais je serais nourrie et logée, ce qui, dans un pays scandinave, est un luxe. J'étais célibataire depuis presque 6 mois, j'avais gardé peu de contact avec mes amis de lycée, et ceux que j'avais rencontrés à la fac étaient très excités à l'idée de venir me rendre visite. J'ai accepté, bien sûr. Je ne suis jamais vraiment revenue. J'ai terminé mes études par correspondance. Entre-temps, je suis passée des start-up aux entreprises de plus grande envergure, d'assistante commerciale à spécialiste du marché français, à une époque où mes compatriotes commençaient à s'intéresser à la protection de l'environnement. J'ai surfé sur la vague du naturel et du bio, et surtout, j'ai rencontré Harry. Harry n'était à Malmö que pour le contrat de 6 mois, détaché de sa firme mère qui se situait de l'autre côté de la frontière, en Finlande, dans ce pays un peu étrange où personne n'allait jamais et dont la langue ne ressemblait à aucune autre.
Harry travaillait au développement d'applications visant à glaner toujours plus d'informations sur les consommateurs, leurs habitudes, leurs préférences. Il jouait magnifiquement de ballades traditionnelles et des standards anglo-saxons à la guitare sèche le soir. Dans son salon trônaient 4 canapés disposés en carré sur lesquels nous pouvions lire, lui et moi, et tout ce qu'il souhaitait. Harry était très sociable et avait beaucoup d'amis. Je me suis glissée dans son existence sans difficulté. J'ai changé de domicile et l'entreprise qui m'employait en Suède m'a déplacée dans sa filiale finlandaise. Des semaines, des mois, 1 an, puis 2. Le temps pouvait s'étirer à l'infini. J'avais trouvé ma place dans le monde. À part professionnellement, je n'avais pas vocation à travailler dans les open space ni dans aucun autre bureau. Nous avons réfléchi, Harry et moi. C'est lui qui a suggéré le salon de thé. Après tout, j'étais souvent au fourneau quand nous recevions parce que les invités réclamaient les plats venus d'ailleurs. J'avais collectionné un tas de recettes avec lesquelles je jonglais. Je m'étais spécialisée dans les desserts. J'ai haussé les épaules. J'ai dit que j'allais y réfléchir. La nuit, l'idée creusait les tunnels dans mes rêves. 1 mois plus tard, j'ai indiqué à mon supérieur que j'allais changer de voie. Il m'a encouragée. En Finlande, on aime employer des travailleurs épanouis et il trouvait que depuis quelque temps, je paraissais frustrée. J'ai évoqué mon projet. Il a promis d'être l'un des mes premiers clients. Il a tenu parole. Il s'est déplacé jusqu'à Vantaa. J'entends encore les sonorités de cette langue. Cette langue qui reste obscure, même pour ses voisins nordiques. Cette langue contre laquelle je butais encore des années après mon installation. Le suédois et surtout l'anglais comme recours. Tout le monde parle anglais en Finlande, et le suédois est la 2e langue officielle. J'ai lu qu'un ancien ministre finlandais des Affaires étrangères souhaiterait que l'anglais devienne la 3e, afin d'attirer des investisseurs et des travailleurs étrangers. Le français comme refuge dans les rêves. Il y a sans doute des informations que je n'ai pas eues, des détails que j'ai manqués. Les habitants du pays ont tendance à revenir à leurs idiomes natals quand la situation devient complexe ou quand on entre dans l'intime. J'aurais peut-être compris ce qui se tramait. J'aurais pu anticiper davantage. Il ne sert à rien d'avoir des regrets. Je suis ici, maintenant, face à cette femme qui vient de me confier son prénom, Jocelyne. Un de ces prénoms qui ont totalement disparu et qui évoquent immédiatement l'après-guerre et les années 50. Cette femme qui a tenu un café, comme moi. J'avais un salon de thé à Vantaa, en Finlande. Cela sonne comme le début d'un roman de Karen Blixen. Quand je murmure ces mots, tout me revient. Les détails les plus infimes, les entailles dans les tables de bois, le bruit du percolateur, la couleur du grand crème que Madame Calmu aimait prendre en me racontant chaque fois son enfance en Estonie, près de Tartu, les lacs où ils allaient nager, ses frères et elle. Il y a près d'1 lac par famille en Estonie, m'assurait-elle. Ilona, qui me donnait régulièrement un coup de main et que je dédommageais comme je pouvais. La famille Rassim, venue de Syrie, qui échangeait quelques mots avec moi tous les jours et blaguait parce qu'on était déracinés, eux et moi. Sauf qu'ils avaient vraiment du mal avec le climat, eux. La plupart des Irakiens qui avaient émigré l'année précédente demandaient à revenir dans leur pays d'origine. Ils ne parvenaient pas à s'adapter. Mais les Syriens, non. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire machine arrière et qu'ils devaient s'habituer au froid et aux interminables nuits d'hiver, coûte que coûte. Les échanges. C'est probablement ce qui me manque le plus. Toutes ces conversations ébauchées, tous ces gens qui venaient déposer un peu de leur peine ou de leur joie et qui ne souhaitaient qu'être écoutés. Je remplissais ce rôle-là. C'est étrange aujourd'hui de se retrouver de l'autre côté du miroir, dans la peau de la cliente asociale qui squatte une table toute la journée. Il y en avait peu des comme ça dans mon salon de thé. Trop cher, trop français, trop classieux. Je crois que, contrairement à José, cela ne m'aurait pas dérangé. Ce qui ne me manque pas, c'est la cuisine. Je n'en pouvais plus. J'étais sur le point d'embaucher Ilona pour qu'elle me seconde, voire qu'elle me remplace au fourneau et qu'elle confectionne les cakes et les tartes en suivant mes recettes. Mais j'aimais ce lieu, profondément.
même s'il était au rez-de-chaussée d'un immeuble de 4 étages, sans charme, entouré d'autres immeubles de 4 étages sans charme, et qu'il donnait sur une place en béton agrémentée de quelques bacs de 2 ou 3 bancs, je me voyais bien vieillir là, aux côtés d'Harry. C'est lui qui s'était occupé du bail et des assurances. Je m'étais contentée d'apposer ma signature. Des enfants ? Nous hésitions à cause du dérèglement climatique et de ce monde qui partait en vrille. Les étés en Finlande étaient devenus chauds et les gens regardaient le ciel comme s'il présentait une menace. Ils n'avaient jamais connu ça auparavant. Harry non plus n'était pas pressé. Harry souhaitait prolonger cet état de jeune homme qui lui convenait à merveille. Pas de corde, pas de port d'attache. Alors qu'au fond, c'est lui qui était revenu s'amarrer à son ancre de départ. Je crois que mon envie de maternité n'a pointé son nez que lorsque j'ai rencontré Annika. Elle venait s'occuper de la sœur d'Harry, Elena, qui était enceinte, mais dont la grossesse ne se déroulait pas comme elle l'avait imaginé. Elle avait rêvé de 3 trimestres d'épanouissement et de plénitude, or son corps se rebellait. Elle se sentait constamment nauséeuse, avait du mal à marcher plus d'1 quart d'heure, et se plaignait souvent de maux de ventre, alors que les examens médicaux n'avaient rien décelé d'anormal. Le stress, sans doute, la peur de l'accouchement et de ses conséquences, du changement de vie induit par l'arrivée d'un bébé. J'observais Elena et tout me confortait dans mon refus de la maternité. Et puis, elle a décidé de contacter une doula, Annika. J'étais présente quand elles se sont rencontrées pour la première fois. J'étais passée apporter une part de tarte aux pommes et un smoothie à Elena. L'appartement de son mari et elle occupaient n'était pas loin de mon salon de thé et j'avais l'intention de faire la paix avec Elena. Nos relations n'avaient pas toujours été faciles. Elle aimait mieux la fiancée précédente de son frère, qui était une de ses amies d'enfance, et elle m'avait accueillie assez fraîchement. Depuis qu'elle était enceinte, nos rapports s'étaient modifiés. Elle avait besoin de mon soutien. J'étais prête à l'aider, même si la doula saurait bien mieux que moi ce qu'il convenait de faire. Doula. Personne ici ne sait ce que ce mot recouvre. C'est un concept né aux États-Unis. Il s'agit d'une personne qui accompagne, contre rémunération, les femmes enceintes et les couples pendant la grossesse. La doula n'intervient pas dans la médicale. Elle ne peut pas administrer de traitement ou rédiger d'ordonnances. Elle est là pour s'assurer que la grossesse se déroule de façon harmonieuse et veille au bien-être de la future mère en lui prodiguant des conseils et des massages, en prêtant une oreille attentive à tout ce qu'elle dit, en préparant des tisanes et des plats appropriés. J'étais curieuse de ce qu'elle recommanderait à Elena, diététiquement parlant. Je lui ai demandé si je pouvais rester pour ce premier entretien ou si elle préférait que je m'éclipse. Elena a hésité une demi-seconde avant d'accepter. Annika a tout de suite saisi sa réticence et elle m'a souri en répondant que nous serions plus à l'aise pour échanger dans le cadre de mon salon de thé. « Tu tiens bien un salon de thé, dans Simon Killa, n'est-ce pas ?» Je me suis sentie rougir en acquiesçant. J'aurais tellement voulu être quelqu'un comme Annika, chaleureuse, avenante et sûre d'elle. J'ai quitté l'appartement tandis qu'elle commençait à parler du futur bébé, de ce qu'il ressentait, du plaisir qu'il pouvait éprouver lorsque la mère était détendue et heureuse. Annika avait eu assez tôt 2 enfants avec son compagnon. Ils s'étaient séparés 3 ans auparavant dans la plus grande douceur. Personne n'avait souffert. De toute façon, nous ne sommes pas sur Terre pour souffrir. C'est la dernière phrase que j'ai entendue. Elle m'a poursuivie dans l'escalier. Dehors, la nuit tombait déjà. Jocelyne. Je peux vous débarrasser ? J'étais tellement immergée dans le récit de cette jeune femme que l'irruption de José me fait sursauter. Il n'attend pas notre réponse et s'impose, empilant sur son plateau les assiettes vides. Je m'aperçois que je n'ai qu'un vague souvenir du déjeuner. J'ai avalé le croque-madame sans m'en rendre compte, absorbée comme je l'étais par l'histoire de Chloé. « Vous prendrez des cafés ?» Chloé s'est renfermée comme une huître et fixe la fontaine sur la place. Elle est inatteignable désormais. Oui, 2. Et l'addition en sus, s'il vous plaît. Comme ça, inutile de nous déranger 2 fois. Surtout quand on n'a rien demandé.
José prend la mouche et repart derrière le bar, furibond. Il entrechoque les verres et les assiettes pour bien faire comprendre sa contrariété. Chloé ne réagit toujours pas. Je la prie de m'excuser quelques minutes. Je reviens tout de suite. J'enfile mon masque et je me dirige vers le comptoir de ma démarche la plus assurée et je m'assieds sur l'un des tabourets. José est tellement surpris qu'il perd pied un instant. Il n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. « Vous savez qui je suis, José ?»« Absolument pas. Fabrice ne vous a jamais parlé de moi ?» Il s'arrête net et fronce ses sourcils. « Vous n'êtes pas sa mère, j'ai déjà rencontré. Comme presque toute sa famille. Je sais, vous êtes partenaire depuis l'enfance. » « Partenaire ? Ce serait le terme exact, non ? Le mot « ami » vous mettrait mal à l'aise tous les deux. Pourtant, chacun de vous est la personne qui connaît le mieux l'autre. Vous avez habité ensemble pendant le confinement, non ? Mais comment est-ce que... Oh, cessez de bougonner, écoutez-moi. Je sais que vous veillez sur lui, c'est tout à votre honneur. Moi aussi, d'une certaine façon. Je suis l'ancienne propriétaire de cet établissement. Je l'ai tenu pendant plus d'une dizaine d'années. Et avant, j'en gérais un autre, boulevard du 14 juillet. L'Atlantique. Toute une aventure. Je vois les yeux de José se plisser derrière le masque. Je vois bien, je n'étais pas client. J'allais de l'autre côté de la ville, près d'un lycée professionnel. Chez Mousse ? D'un seul coup, son visage s'éclaire. Il a 15 ans. Il descend des bières avec ses copains. Il se moque de ses profs. Il espère vite trouver du boulot parce qu'il veut son indépendance financière pour échapper à la vie étriquée de ses parents. Serveur, chez Mousse, ce serait l'idéal dans les premiers temps. Mais Mousse n'a besoin de personne. Mousse ne délègue rien. Ah, j'adorais le bar. J'imagine, le patron en revanche était un sale con. Il éclate de rire et secoue la tête. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Oh, ce n'est pas à sa place. Et puis, l'avantage de la vieillerie, c'est de pouvoir s'exprimer à sa guise. En tout cas, José, honnêtement, ne vous énervez ni après moi, ni après cette fille. Nous ne sommes pas des ennemis, ni des parasites. Il prend une pile de tasses propres pour les laver de nouveau. Nous laissons passer quelques secondes. Les mots que je viens de prononcer se mêlent aux effluves de savon liquide. D'accord. Vous veillerez sur lui, alors ? Pardon ? Je vais bientôt partir. D'un seul coup, nous sommes dans une bulle, tous les deux. Le décor s'estompe et nous dévisageons sans aucune animosité. Je remarque ses mâchoires contractées. José est sentimental. José s'est attaché. José a peur de blesser. Il s'attaque aux autres, comme ils se sent coupables. J'avance la main par-dessus le comptoir et je lui touche la joue. Le monde semble s'arrêter de tourner un instant. J'imagine que vous ne lui avez encore rien dit ? Je n'ose pas. Il n'en mourra pas. Il sera sans doute triste, mais il n'en mourra pas. En fait, je crois que ce que je crains surtout, c'est que ça ne lui fasse ni chaud ni froid. Vous savez que c'est impossible, José. Mais je ne l'abandonne pas, hein. Je resterai en contact, bien sûr. Je me réinscrirai sur les réseaux au besoin. Et puis, je lui écrirai des lettres. La phrase reste en suspens, un moment. Et j'imagine José penché sur un papier, rédigeant des phrases à des époques où les messages ne dépassent pas une dizaine de mots. Cela n'a rien de ridicule, bien au contraire. C'est très touchant. Je ne me rappelle pas depuis combien de temps je n'ai pas reçu de vrai courrier. Autre chose que des factures et des prospectus. Vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas ? Il baisse les yeux, place un verre dans la lumière à la recherche de traces suspectes. Incline la tête. Le sujet est clos. En tout cas, Chloé et moi, nous allons prendre un café. En terrasse, sans doute, maintenant qu'il fait beau. J'ajouterai un verre de rosé pour moi, histoire de célébrer... Mon départ ? Oui, après tout, pourquoi pas. Votre nouveau départ et l'arrivée de la môme. Elle n'est pas si jeune. Ils étaient en classe ensemble. C'est bien ce que je dis. Fabrice est un gamin aussi. C'est mon gamin. Vous avez vu ce qu'elle dessine ? Pas vraiment, non.
C'est très beau. Enfin, je n'y connais rien en art, mais c'est très vivant. Ah, et merci. De quoi ? Bah, je ne sais pas exactement. Je retourne informer Chloé de notre déménagement en terrasse. Celle-ci commence à se remplir. Fabrice court partout et des gouttes de sueur perlent sur son front. Ifemelu s'énerve en cuisine et appuie à intervalles réguliers sur la sonnette pour signaler que les plats sont prêts. Exactement comme chez Mousse, il y a 15 ans. Je réprime un sourire à l'évocation de ce nom. Mousse. Une référence au faux col des bières, croyait-on. Le diminutif de moustache, clamait-il, en faisant admirer ses bacchantes. Personne ne soupçonnait qu'en fait, c'était la contraction de son vrai prénom, Mustapha. J'aime les significations cachées. J'aime l'idée qu'on se rende chez Tom, sans savoir de quoi il retourne. Mousse. Je revois son visage dans la pénombre de la grande pièce. Je me demande qui connaît les circonstances exactes de son décès. Pas sa veuve, en tout cas, et c'est tant mieux. Mousse est mort d'une crise cardiaque dans la montagne alors qu'il s'affairait sur une dame qui n'était pas son épouse. C'était une belle mort, non ? Mousse était un infatigable séducteur. Je suis sûre que si je me concentre un peu, je peux retrouver la sensation du poids de son corps sur le mien et le petit couinement ridicule qui précédait son orgasme. Je fixe un poing par-delà l'épaule de Chloé et je souris. Chloé fronce légèrement les sourcils. Elle se demande à quoi je pense. Quand je lui rétorque au sexe, elle répond que ça ne l'étonne même pas. Parlez-moi plutôt d'Annika, parce que c'est bien là que nous en étions, non ? Chloé, en terrasse. Ça a tout de suite accroché avec Annika. Elle est venue le surlendemain au salon de thé et nous avons papoté comme si nous nous connaissions depuis des lustres. Entre nous, elle a opté tout de suite pour le suédois. Sa mère était de Stockholm et elle parlait un suédois fluide qui me rappelait mes cours à l'université. C'était une façon subtile de me faire sentir autochtone tout en n'employant pas cette langue finnoise qui me restait souvent obscure. Elle était très diserte sur son métier de doula. Même si elle refusait de parler des détails des couples dont elle s'était occupée, et particulièrement d'Elena et de son mari, elle était passionnée par ce qui se révélait être un emploi au croisement de la médecine et de la psychologie. Quand je lui ai demandé assez naïvement si je pourrais être doula, moi, elle a éclaté de rire, puis s'est excusée. Elle m'a répondu que rien ne s'y opposerait formellement, car les statuts étaient encore un peu flous, mais il était donc quand même fortement conseillé d'avoir déjà une expérience de la maternité. Et aussi de parler couramment la langue du pays. Elle a jeté un coup d'œil sur la salle et a souri. « Mais pourquoi voudrais-tu quitter ce lieu ? C'est génial, non ? D'avoir sa propre affaire et de donner du plaisir aux gens. C'est l'essentiel dans la vie. » Donner du plaisir. L'expression ne faisait guère partie du vocabulaire courant. Harry se plaignait gentiment de mon manque d'inventivité et de ce qu'il appelait ma timidité sexuelle, là où j'aurais utilisé le terme pudeur. Peut-être Annika aurait-elle des conseils à me donner, quand nous nous connaîtrions mieux. Lorsque le logement attenant au salon de thé s'est trouvé vacant, je l'ai immédiatement prévenue. Je savais qu'elle cherchait un local professionnel pour toutes les tâches administratives et pour rencontrer parfois les futures mères hors de leur foyer. Elle y installerait des canapés profonds et une ambiance propice à la méditation ou à la confidence. L'idéal, disait-elle, ce serait un petit appartement pas trop cher, mais douillet. Celui que je lui ai proposé a convenu à merveille. Elle était enchantée. Nous avons même fêté ça au faux champagne russe dans mon salon de thé. Elle a évoqué ses premières amours. Elle avait très tôt multiplié les expériences. Elle n'en tirait ni honte, ni fierté. Elle pensait que nous avions tous un chemin différent à emprunter et que c'était ce qui faisait la richesse des rencontres. Elle aimait la peau des autres, leur goût. Elle aurait voulu collectionner les odeurs de ses amants. Elle aurait adoré être née chez un parfumeur. J'en étais là quand Fabrice est venu se planter devant notre table avec nos cafés et a demandé s'il pouvait se joindre à nous quelques minutes. Jocelyne a froncé les sourcils, a rétorqué qu'en fait il tombait assez mal, mais que, bon, elle ne voyait pas comment lui refuser quoi que ce soit.
Il a murmuré quelques mots d'excuses, a commencé à rougir au niveau du cou et allait tourner les talons quand Jocelyne a aboyé « Oh, assieds-toi !» qui a fait sursauter les clients des tables alentours. La présence de Fabrice brouillait mes pensées. J'avais du mal à me concentrer et je ne trouvais plus le fil dans mes souvenirs. J'ai bredouillé quelques débuts de phrases, mais l'envie n'y était plus. Jocelyne a sermonné Fabrice. On n'interrompt pas dans une conversation privée, un point c'est tout. On attend d'être invité. C'est de la politesse pure et simple, nom de nom. Du savoir-vivre. En attendant, voilà le résultat, a-t-elle ajouté en se tournant vers moi. Elle est perdue. Vous étiez en train de parler d'Annika et du local professionnel qu'elle avait loué à côté de votre bar. J'ai rectifié et précisé qu'il s'agissait plutôt d'un salon de thé. Nous ne servions pas d'alcool. Nous aurions certainement fait de meilleures affaires, mais je n'ai pas envie de gérer des clients saouls. Les Finlandais consomment beaucoup de bière et se comportent comme tout le monde dès qu'ils ont un coup dans le nez. Fabrice n'a pas pu s'empêcher d'intervenir à nouveau, déclenchant le courroux de Jocelyne. « Eh, mais vous connaissez le métier alors ? Vous pourriez… » ?»« Non, rien. » Je crois que nous avons tous complété la phrase mentalement, mais aucun de nous ne l'a terminée à voix haute. Fabrice, parce qu'il se rendait compte qu'il était allé trop loin et qu'il ne savait rien de moi. Jocelyne, parce qu'elle trouvait sa réaction totalement inappropriée. Nous étions penchés sur mon passé et non sur mon avenir. Et moi, parce que je n'avais pas envie de bouger, de passer de l'observation à l'action. J'avais déjà eu assez mal à m'extirper de la demeure familiale et à me traîner jusqu'ici. Tous les matins, c'était une nouvelle victoire. J'échappais au sable mouvant de la maison de ma mère. Je revenais vers la vie. J'avais réussi à m'en extraire déjà une fois, l'été dernier, au terme d'une lutte terrible contre l'apathie pour travailler dans la supérette du quartier. Ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper de la caisse et de la mise en rayon. Ils ne s'attendaient pas à trouver aussi qualifié que moi. Ils avaient été ravis et m'avaient demandé de prolonger cet automne, mais je commençais à me sortir de mon demi-sommeil et à regarder plus loin. J'avais décliné l'offre, persuadée que j'allais mobiliser mon énergie à trouver un travail qui correspondrait mieux à mes attentes. Et puis le premier couvre-feu est arrivé, bientôt suivi d'un deuxième et du troisième, qui imposait à tout le monde de rentrer à 18h précises, si bien que dans les rues, nous nous hâtions pour retrouver nos pénates, comme si une maladie mortelle était à nos trousses. Les offres d'emploi n'étaient plus d'actualité. Je me suis recluse à nouveau. J'ai tourné dans la maison pendant des heures, des jours comme de nuit. J'en connais les plus infimes recoins. Plus de 6 mois d'errance en milieu fermé, j'ai cru à un moment que j'allais rester prisonnière de ce décor et que je n'avais même pas choisi. Ma mère aussi, d'ailleurs. Elle a commencé à s'inquiéter. Elle me téléphonait et me trouvait confuse. Au début du printemps, elle a demandé à un voisin de venir s'assurer que je m'occupais correctement de son intérieur. J'ai été charmante. Je me doutais que cette visite était téléguidée. J'ai prétendu être avide de conseils en jardinage. J'ai insisté sur le temps que me prenait l'entretien de cette demeure trop grande pour moi. Il a rappelé ma mère pour la rassurer. Tout était sous contrôle. Ma mère a néanmoins annoncé qu'elle pensait rentrer un peu en août cet été, quand la chaleur serait insupportable dans le sud-est. Accompagnée ou non, elle ne savait pas encore. Elle avait besoin de s'entretenir avec moi pour tirer au clair ce qui m'était arrivé et ce que j'envisageais pour la suite. La menace de son irruption dans mon univers a eu le mérite de me sortir de ma torpeur. Il fallait que je revienne dans ce monde, mais je ne pouvais accomplir le voyage que progressivement. Par paliers. Premièrement, trouver un refuge d'où je pourrais observer mes congénères. J'ai d'abord pensé à la médiathèque, mais ses utilisateurs réguliers étaient des isolés, comme moi. Des exclus temporaires. Un café, oui, pas un salon de thé. En France, les rares salons de thé qui subsistent n'accueillent qu'une clientèle triée sur le volet. Un bar. Un endroit populaire, un peu à l'écart de l'agitation, de l'hypercentre, mais dans une rue passante quand même. Lors de mes premières sorties, je clignais des yeux sans cesse, comme si j'avais été plongée dans l'obscurité très longtemps et que la lumière m'aveuglait. Une taupe. Voilà ce que j'étais devenue. Pas une vieille, une relativement jeune, mais cabossée. Qui voudrait d'une taupe cabossée ? Nous reprendrons notre conversation plus tard, non, Chloé ? J'ai un rendez-vous à 15h, mais je reviendrai ici ce soir, à l'apéritif.
Voici mon numéro de téléphone. Appelez-moi et j'aurai le vôtre. Fabrice, je vais prendre l'addition si ça te dérange pas. Fabrice hésite 2 secondes. J'ai l'impression qu'il voulait en apprendre davantage sur la taupe cabossée, mais il obtempère. Fabrice n'est pas un rebelle. Je l'ai compris à force de l'observer. Il louvoie entre les injonctions des autres et ses désirs propres. Il tente de maintenir le cap. De temps à autre, comme en ce moment, il est contrarié. Une ligne barre son front. Je ne peux réprimer un sourire. Il a mordu à l'hameçon. Je n'en espérais pas tant.